Je n'aurais jamais pensé qu'un morceau de carton glacé de 5x7 pouces serait la raison pour laquelle j'ai ruiné financièrement ma propre mère et mon frère, mais nous y sommes. Le plus drôle avec les traumatismes familiaux, c'est que ça commence rarement par une explosion. Ça commence généralement par un appel téléphonique un mardi après-midi quelconque, glissant dans votre vie comme un poison familier que vous avez été conditionné à avaler. Mon téléphone a vibré sur mon bureau, l'identifiant de l'appelant affichait un nom qui me nouait toujours l'estomac d'une manière compliquée. Béatrice, ma mère. J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes, écoutant le bourdonnement de l'entrepôt devant la porte de mon bureau avant de finalement appuyer sur le bouton vert et de porter le combiné à mon oreille. Alban, c'est ta mère, a-t-elle annoncé d'un ton aigu et impatient qui impliquait que je perdais déjà son temps précieux juste en existant. Il n'y avait pas de salut, pas de demande de mes nouvelles, et certainement pas de nouvelles de son seul petit-fils. Gauthier organise une séance photo de famille pour les vacances. Il s'occupe de tout pour l'entreprise en ce moment, et il est soumis à une énorme pression. Nous le faisons au studio haut de gamme du centre-ville ce samedi. J'ai besoin que tu m'envoies 2000 € pour couvrir ta part des frais de séance et du tirage. 2000 €. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle me demandait d'aller chercher un litre de lait à l'épicerie. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé par la fenêtre en verre de mon bureau. De là où j'étais assis, je pouvais voir mes employés manœuvrer des chariots élévateurs, déplaçant d'énormes palettes de marchandises dans une installation logistique de 90 000 pieds carrés. 2000 €, c'est un peu cher pour quelques photos de famille. Tu ne trouves pas, ai-je demandé, en gardant ma voix soigneusement neutre. Béatrice a soupiré bruyamment dans le microphone. Ce ne sont pas juste quelques photos, Alban. C'est un portrait d'héritage. Gauthier a besoin d'images professionnelles pour son profil d'entreprise et la newsletter de l'entreprise familiale. Tu sais à quel point il travaille dur pour maintenir cette famille à flot. Le moins que tu puisses faire, c'est contribuer. Et s'il te plaît, Alban, je t'en supplie, ne porte pas un de tes t-shirts d'entrepôt au studio. Achète une chemise décente. Assure-toi que Rémi est calme et reste à l'écart. Nous voulons que ce soit parfait, et je ne veux pas que tu embarrasses ton frère devant le photographe. Elle parlait de mon fils de 6 ans comme s'il était un chien errant qui pourrait traîner de la boue sur son tapis blanc immaculé. Si vous avez déjà été traité comme un citoyen de seconde zone dans votre propre famille, vous connaissez la chaleur exacte qui monte dans votre poitrine à des mots comme cela. C'est une sensation de brûlure, d'étouffement. Je m'appelle Alban, et aussi loin que je me souvienne, j'ai été l'enfant invisible, le fantôme hantant les bords de mon propre arbre généalogique. J'ai 34 ans, et j'élève mon incroyable fils, Rémi, tout seul. Pour ma mère et mon frère aîné, Gauthier, je ne suis rien de plus qu'un échec. Ils pensent que je suis juste un gars qui charge des cartons sur des palettes en bois pour gagner sa vie. Ils pensent que je me débrouille à peine, vivant de chèque de paie en chèque de paie, une déception perpétuelle, debout dans l'ombre aveuglante de l'enfant doré. Gauthier, à 36 ans, dirige une entreprise de meubles de détail dont il a hérité la gestion. Il joue le rôle de cadre supérieur flamboyant à la perfection absolue. Il porte des costumes italiens sur mesure, conduit un véhicule utilitaire de sport de luxe qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans, et parle fort à chaque dîner de famille de ses marges bénéficiaires croissantes et de son génie des affaires. Béatrice vénère le sol sur lequel il marche. Pour elle, Gauthier est le fils, et le reste du monde a juste de la chance de graviter autour de lui. Mais la vérité est une chose amusante. Je ne charge pas de carton. Je possède l'entrepôt. Je possède toute l'entreprise de conseil en logistique et chaîne d'approvisionnement. Ma société a généré 8,5 millions € de revenus bruts l'année dernière seulement. Nous gérons des réseaux de distribution pour de grands détaillants nationaux. Mais je porte de simples pulls gris, je conduis une berline fiable et discrète, et je garde ma bouche fermement close sur mes comptes bancaires. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ma famille sent l'argent, elle se transforme en vautours absolus. Et honnêtement, il a toujours été plus facile de les laisser penser que j'étais un nobody. Ça maintenait la paix. Ça éloignait leurs mains avides de ma vie. Je suis resté là à écouter Béatrice respirer lourdement au téléphone, attendant ma conformité. J'ai baissé les yeux vers mon poignet gauche. Caché soigneusement sous le revers effiloché de mon pull en coton bon marché se trouvait une montre Rolex qui coûtait plus cher que l'ensemble du mobilier de bureau de Gauthier. J'ai lentement baissé ma manche, cachant la montre au monde, et j'ai poussé un long soupir lourd. Bien sûr, maman, ai-je dit,
ma voix délibérément plate et vaincue. Je transférerai les 2000 € aujourd'hui. Rémi et moi serons là samedi. Je m'assurerai que nous sommes habillés de manière appropriée. Veille à ce que tu le fasses, a-t-elle claqué avant de raccrocher sans un au revoir. J'ai accepté de payer. J'ai accepté de me présenter et de jouer le rôle familier et épuisant du jeune frère calme et sans importance. Je pensais que je payais juste un impôt temporaire pour la paix familiale. Mais je n'avais absolument aucune idée que les 2000 € que je lui envoyais allaient financer l'effacement littéral de l'existence de mon propre fils. Votre famille vous a-t-elle déjà traité comme un citoyen de seconde zone chez vous? Vous ont-ils déjà regardé comme si vous n'aviez aucune importance? Faites-le moi savoir dans les commentaires car ce qui s'est passé ensuite me fait encore bouillir le sang aujourd'hui. Pour comprendre pleinement pourquoi cette séance photo à venir est devenue le coup de grâce, vous devez comprendre le musée de la douleur que j'ai traversé toute ma vie. Le manque de respect de Béatrice et Gauthier n'était pas un événement soudain et unique. C'était une programmation quotidienne à laquelle j'avais enduré pendant des décennies. J'avais passé des années à collectionner des artefacts de leur comportement toxique, les enfermant dans mon esprit, me disant constamment que c'était ainsi que les familles devaient fonctionner. Faisons un tour dans ce musée. L'exposition s'est produite le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec les plus grands honneurs. J'étais la toute première personne dans l'histoire de notre famille à terminer un diplôme de 4 ans, sans parler de sortir major de ma promotion. Je me souviens d'être debout sur la vaste pelouse du campus par un après-midi ensoleillé et lumineux, en sueur dans ma toge et mon chapeau noir. Je tenais mon diplôme, regardant tous les autres étudiants serrer leurs fiers parents dans leurs bras, prenant des centaines de photos. J'ai attendu 2 heures. J'ai appelé Béatrice 5 fois. Elle a finalement répondu au 6e appel. Je retenais mes larmes, ma voix tremblante en demandant où elle était. Elle semblait incroyablement agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose de vitalement important. Le nouveau chiot de Gauthier a mangé quelque chose de bizarre, Alban, a-t-elle soufflé au téléphone. J'ai dû l'accompagner à la clinique vétérinaire d'urgence pour le tenir par la main. Il était tellement inquiet. Ce n'est qu'une remise de diplôme, pour l'amour du ciel. Nous fêterons ton petit bout de papier plus tard. Nous n'avons jamais fêté. Il n'y a eu ni dîner, ni carte, ni félicitations. L'exposition B était la fête du 5e anniversaire de Rémi. J'avais invité toute la famille, espérant contre tout espoir qu'ils puissent mettre leur arrogance de côté un après-midi pour célébrer un petit garçon qui voulait juste que sa grand-mère et son oncle l'aiment. J'ai loué une pizzeria locale et acheté un énorme gâteau de super-héros. Béatrice est arrivée 1 heure en retard, entièrement les mains vides, affirmant qu'elle avait laissé le cadeau emballé sur le comptoir de sa cuisine parce qu'elle était pressée. Gauthier est arrivé à la pizzeria encore plus tard, portant une veste de costume et agissant comme s'il nous rendait un immense service en nous honorant de sa présence. Il s'est approché de mon fils, excité et petit garçon, et lui a tendu une petite voiture en plastique. Pas de sac, pas de papier cadeau. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était un jouet promotionnel bon marché d'une chaîne de restauration rapide. Il manquait sa roue arrière gauche et il y avait une fissure massive sur le pare-brise. Il avait littéralement sorti un déchet du porte-gobelet de sa voiture en arrivant juste pour avoir quelque chose à donner à l'enfant. Rémi, Dieu bénisse son cœur pur et innocent, a affiché son sourire éclatant et a dit « Merci, oncle Gauthier ». Je me suis excusé, suis allé aux toilettes des hommes, et agrippé les bords de l'évier en porcelaine et j'ai fixé mon propre reflet jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches. L'exposition c'est été le harcèlement financier continu et étouffant. Chaque action de grâce, Gauthier présidait à la tête de la table, faisant tournoyer un verre de vin rouge cher comme un méchant de dessin animé. Nous prévoyons un demi-million de dollars de ventes ce trimestre, se vantait-il bruyamment, s'assurant que tout le monde dans la pièce écoutait. Puis il me regardait au bout de la table avec un sourire narquois et compatissant. Comment vont les choses à l'entrepôt, Alban? Toujours à déplacer ces lourdes boîtes? Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un petit prêt personnel pour vous et le garçon pendant les vacances. Je sais que les choses doivent être difficiles avec un salaire horaire. Je me contentais toujours de hocher la tête, prenant une petite gorgée silencieuse de mon eau glacée. Je connaissais la vérité. Grâce à mon vaste réseau dans les secteurs de l'immobilier commercial et de la banque d'entreprise, je savais exactement à quoi ressemblaient les feuilles financières de Gauthier. Son entreprise perdait activement de l'argent. Il avait plus de 1,2 million de dollars de dettes envers une banque régionale. Il se noyait,
simulant un style de vie somptueux et luxueux avec des lignes de crédit d'entreprise et des prêts à taux d'intérêt élevés, tandis que ma société de logistique signait discrètement des contrats de plusieurs millions de dollars. Je le laissais se vanter. Je le laissais penser qu'il était le roi absolu du monde, assis sur un trône de mensonges. J'étais complètement habitué à être piétiné. J'avais développé une carapace. Je pouvais gérer leurs illusions, leur arrogance et leur favoritisme flagrant. J'avais construit une énorme forteresse de succès en secret, me protégeant de leur toxicité tout en assurant un avenir à mon fils. Mais quand ils ont déplacé leur viseur loin de moi et ont dirigé leur cruauté directement vers Rémi, ce fut le moment où tout a basculé. Ce fut le moment où j'ai cessé d'être le frère cadet silencieux et complaisant. Ce fut le moment où j'ai commencé à creuser activement leur tombe. Que feriez-vous si quelqu'un de votre famille donnait à votre enfant un morceau de déchet comme cadeau d'anniversaire? Garderiez-vous la paix ou brûleriez-vous les ponts? Le matin de la séance photo est arrivé avec un froid glacial et mordant dans l'air de fin novembre. J'avais passé la matinée à préparer Rémi. Je l'ai habillé d'un pull en tricot bleu foncé soigné, d'un pantalon repassé et de ses petites chaussures habillées marron préférées. Il était incroyablement beau, son petit visage rayonnant d'une excitation pure. Malgré tout, il aimait sa grand-mère, et il pensait que prendre des photos professionnelles avec toute la famille dans un studio chic était une grande et excitante aventure. Nous avons conduit jusqu'au centre-ville et nous nous sommes arrêtés devant un studio de photographie moderne et haut de gamme. Dès que nous avons franchi les portes vitrées, l'atmosphère était déjà suffocante de tension. Gauthier se tenait directement au centre de la pièce baignée de lumière, aboyant bruyamment des ordres à la jeune assistante du photographe concernant les angles d'éclairage. À côté de lui, tirant agressivement sur une épaisse laisse en cuir, se trouvait un énorme chien de race, indiscipliné. J'ai appris plus tard par la rumeur familiale qu'il avait dépensé exactement 4000 € pour l'animal juste une semaine auparavant, spécifiquement pour l'utiliser comme accessoire pour son esthétique d'homme de famille réussi et robuste. Le chien bavait actuellement sur le parquet du studio. Béatrice planait autour de Gauthier comme un papillon de nuit frénétique attiré par une flamme. Elle ajustait sa cravate en soie coûteuse, lissait les revers de son costume et tapotait son front avec un mouchoir. Concentrez toute la lumière principale sur Gauthier, s'il vous plaît, a-t-elle instruit bruyamment le photographe principal, ne prenant même pas la peine de baisser la voix ou de prétendre qu'elle se souciait de quelqu'un d'autre dans la pièce. C'est la star de cette famille, et ses photos doivent refléter son statut. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction quand je suis entré, tenant la main de Rémi. D'accord, tout le monde, rassemblons-nous autour du plateau, a appelé le photographe, l'air visiblement stressé. Ils avaient construit une scène de salon élégante et douillette, avec une fausse cheminée en briques, un immense sapin de Noël magnifiquement décoré et un long banc en bois. Rémi a couru en avant, pointant avec excitation le nouvel animal de compagnie de Gauthier. Je peux le caresser, mamie? Il est si moelleux, a-t-il demandé, sa voix remplie d'une innocence émerveillée. Béatrice s'est immédiatement avancée et a agité sa main en l'air. Chassant physiquement mon fils. Non, Rémi. Absolument pas. Ne touche pas le chien. Tu vas mettre des poils de chien partout sur tes vêtements et tu vas ruiner l'esthétique de la photo. Va juste t'asseoir tout au bout du banc là-bas et reste tranquille. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. Je me suis approché, j'ai posé une main ferme et protectrice sur la petite épaule de Rémi et je l'ai guidé vers le premier rang du décor. Nous nous sommes assis ensemble sur le banc. Puis Gauthier a décidé de faire son coup. Il a amené son énorme chien agité et s'est délibérément frayé un chemin en plein centre du cadre. Ce faisant, il m'a physiquement heurté la hanche, forçant le banc à glisser vers l'arrière et vers la gauche. Il nous a poussés, Rémi et moi, si loin vers le bord du cadre physique que nous étions pratiquement assis dans l'ombre sombre d'un grand parapluie d'éclairage, complètement déconnecté du groupe central. Tante Ève, la sœur aînée de ma mère et la seule personne de toute cette lignée avec une boussole morale fonctionnelle, a vu ce qui se passait et a froncé les sourcils. Béatrice, c'est ridicule. Faites de la place. Laissez Rémi s'asseoir au milieu. C'est le plus jeune petit enfant. Il est pratiquement dans le noir là-bas, a-t-elle appelé, nous désignant du geste. Béatrice a agité sa main d'un air dédaigneux, ne nous regardant même pas. C'est parfaitement bien, Ève. Le cadrage est bien meilleur ainsi. Nous avons besoin du grand chien au centre pour équilibrer le costume de Gauthier et donner cette sensation de catalogue de luxe. Contente-toi de sourire. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié.
J'ai juste regardé Rémi. Il était assis parfaitement immobile, ses petites mains poliment croisées sur ses genoux, bien qu'il soit poussé dans l'ombre. Il affichait un sourire éclatant, authentique et magnifique, directement vers l'objectif de l'appareil photo. Essayant si incroyablement fort d'être un bon garçon pour une grand-mère qui ne voulait même pas le regarder. Les éclairs aveuglants ont crépité à plusieurs reprises. La séance a traîné pendant une heure agonisante et elle s'est enfin terminée. Alors que nous traversions l'asphalte gelé du parking pour retourner à notre voiture, Rémi a glissé sa petite main froide dans la mienne. Il a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns pleins d'espoir et a chuchoté doucement, « J'ai bien souri ?»« Papa, j'étais assez immobile. » Je me suis arrêté de marcher. Je me suis agenouillé là, sur le béton gelé, j'ai remonté sa doudoune jusqu'à son menton pour le protéger du vent et je l'ai embrassé profondément sur le front. « Tu as souri parfaitement, mon pote. Tu es le meilleur enfant du monde entier et je suis si fier de toi. » J'ai rentré chez moi ce jour-là en pensant que c'était la fin de l'histoire. Je pensais que ce serait juste un autre événement familial légèrement humiliant que j'aurais à balayer sous le tapis pour maintenir la paix. Mais lorsque les cartes de vacances imprimées sont finalement arrivées par la poste 3 semaines plus tard, le magnifique sourire de mon fils avait été effacé de façon permanente. Que pensez-vous qu'ils ont fait de ces photos? Continuez à regarder car le niveau de cruauté est sur le point de monter en flèche. C'était un mardi après-midi normal et calme, exactement 2 semaines avant Noël. Le ciel était gris et menaçait de neiger. Je venais de récupérer Rémi à son école primaire, et nous remontions l'allée de notre maison. Je me suis arrêté à la boîte aux lettres métalliques au bout du trottoir et j'ai sorti une pile d'enveloppes. Entre une facture de service public et un dépliant d'épicerie se trouvait une enveloppe rouge épaisse, lourde, d'apparence coûteuse, avec des lettres dorées brillantes sur le devant. L'adresse de retour de Béatrice était élégamment estampillée dans le coin supérieur gauche. « Regarde ça, mon pote. Ce sont les jolies photos de famille que grand-mère a prises, ai-je dit, brandissant la lourde enveloppe rouge en l'air. » Les yeux de Rémi se sont immédiatement illuminés de pure joie. Il a laissé tomber son lourd sac à dos d'écolier sur le porche et a commencé à sauter sur la pointe des pieds. « Je peux l'ouvrir? S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Je veux voir mon sourire. Je veux voir le chien aussi. Vas-y, ai-je dit, souriant à son enthousiasme. Je lui ai tendu l'enveloppe pendant que je déverrouillais la porte d'entrée et la poussais. Nous sommes entrés dans la cuisine chaude et Rémi a soigneusement utilisé ses petits doigts pour déchirer le rabat doublé d'or. Il a tendu la main à l'intérieur et a lentement sorti le carton glacé haut de gamme de 5x 7 pouces. Je lui ai tourné le dos un instant pour enlever mon manteau d'hiver, le suspendant soigneusement au porte-manteau près de la porte. Je m'attendais à l'entendre ricaner ou à signaler le chapeau amusant de tante Ève ou à faire un commentaire sur la taille du chien. Au lieu de cela, il y a eu le silence. Un silence lourd, épais, incroyablement déroutant qui semblait aspirer tout l'air de la cuisine. Je me suis retourné. Rémi était immobile, complètement figé près de l'îlot de cuisine, fixant la carte dans ses mains. Son petit front était plissé d'une confusion profonde et déchirante. Il a retourné la carte épaisse, regardant le dos blanc complètement vierge, puis l'a lentement retourné vers le devant glacé, comme s'il espérait que l'image changerait comme par magie. « Papa ?» Sa voix était incroyablement petite, tremblant légèrement sur les bords. « Où suis-je » Je me suis dirigé vers l'îlot, un œuf froid et lourd d'effroi se formant instantanément au creux de mon estomac. Je me suis tenu derrière lui et j'ai regardé par-dessus son épaule la photographie. L'image était d'une clarté étonnante, imprimée sur du papier photographique coûteux de première qualité. L'éclairage était absolument parfait, lumineux et chaleureux. Au centre de l'image se tenait Gauthier, l'air insupportablement suffisant dans son costume sur mesure, flanqué de près par Béatrice et quelques autres parents souriants. J'ai immédiatement porté mes yeux sur le côté gauche de la photo, vérifiant l'endroit ombragé sur le banc en bois où Rémi et moi étions assis. J'étais là, mais à peine. Mon corps physique avait été tellement recadré par l'éditeur que seule mon épaule droite et la moitié de mon bras vêtu de mon pull gris étaient visibles dans le cadre. J'avais l'air d'un étranger marchant accidentellement en arrière-plan du portrait de famille de quelqu'un d'autre. Et Rémi était entièrement et complètement parti. Il n'était pas seulement poussé sur le côté. Il n'avait pas été simplement recadré accidentellement à cause d'un étrange rapport d'aspect. Il avait été intentionnellement supprimé numériquement, effacé entièrement de l'existence par Photoshop. Là où mon fils de 6 ans était assis dans son pull bleu foncé,
les mains jointes et souriant de tout son cœur, il y avait maintenant une zone de la fausse cheminée en briques, clonée numériquement et générée artificiellement. L'éditeur avait littéralement peint par-dessus mon enfant pour faire croire que le banc était complètement vide de ce côté. Mon souffle s'est coupé net, m'étranglant. J'ai fixé l'image altérée, essayant désespérément de saisir l'audace pure, la cruauté délibérée et venimeuse de la chose. Et puis mes yeux se sont déplacés vers le centre de la photographie, et j'ai remarqué le dernier détail écœurant. En plein centre de la photo, placé en évidence et fièrement juste devant les jambes de Gauthier, se trouvait ce chien de race à 4000 €. Ils avaient explicitement demandé au photographe de retoucher numériquement mon enfant, le seul petit-fils de chair et de sang de toute la famille, simplement pour rendre la composition visuelle plus nette et plus symétrique pour Gauthier et son animal de compagnie coûteux. Ils avaient remplacé mon fils par un chien. Je suis resté paralysé, fixant le papier glacé. Le sang qui coulait dans mes veines avait l'impression de s'être instantanément transformé en eau glacée. Et puis, brisant le sifflement dans mes oreilles, j'ai entendu le pire son du monde entier. Le son d'un cœur de 6 ans se brisant en 1 million de morceaux déchiquetés. Auriez-vous complètement perdu la tête à ce moment-là? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Une seule larme, épaisse et lourde comme une goutte de pluie, est tombée de l'œil de Rémi et a éclaboussé directement la surface brillante de la carte, atterrissant juste sur les briques clonées numériquement qu'il avait remplacées. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler de manière incontrôlable. Il n'a pas fait de crise de colère bruyante. Il n'a pas crié ni jeté la carte à travers la pièce. Il a juste lentement levé les yeux vers moi, ses grands yeux bruns complètement noyés de larmes, son petit visage chiffonné d'une angoisse sincère et profonde. « Papa » a-t-il chuchoté, sa voix se brisant douloureusement dans le calme de la cuisine. « Pourquoi grand-mère ne voulait-elle pas que je sois sur la photo? J'ai fait quelque chose de mal? Je n'étais pas assez immobile comme elle l'avait demandé? Suis-je méchant ?» Entendre ces mots sortir de la bouche de mon fils, c'était comme prendre une balle physique dans la poitrine. Chaque instinct de protection primitif de tout mon corps s'est enflammé d'un coup, faisant rage comme un feu de forêt incontrôlable. L'envie d'attraper mes clés de voiture, de rouler directement chez Béatrice, de défoncer sa lourde porte d'entrée en chaîne et de démolir son salon immaculé pièce par pièce était d'une puissance écrasante. Je voulais crier jusqu'à ce que mes poumons lâchent physiquement et que ma gorge saigne. Je voulais attraper Gauthier par les revers coûteux de son costume sur mesure et le traîner dans la rue glaciale pour lui montrer ce qu'était une vraie pression. Si vous êtes un parent qui regarde ça, vous savez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment précis. Vous connaissez cette rage aveuglante et brûlante. Appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant si vous défendriez votre enfant à tout prix contre n'importe qui, même votre propre sang. Mais j'ai regardé mon fils qui sanglotait silencieusement. Si j'explosais maintenant, si je perdais le contrôle et commençais à casser des choses ou à crier au téléphone, cela ne ferait que lui faire plus peur. Cela renforcerait sa peur que quelque chose n'allait terriblement pas. Il n'avait pas besoin d'un monstre en colère en ce moment. Il avait besoin que son père soit un roc inébranlable, un havre de paix dans une tempête soudaine. Je me suis agenouillé sur le carrelage froid du sol de la cuisine, me plaçant à son niveau des yeux. J'ai doucement pris la maudite photographie de ses mains tremblantes, les jeté face contre terre sur le comptoir en granit pour qu'il n'ait plus à la regarder, et je l'ai serré dans une étreinte farouchement forte. Je l'ai tenu fermement contre ma poitrine alors qu'il sanglotait sur mon épaule. Ses petites mains fragiles agrippant le tissu de mon dos de chemise comme si j'étais la seule chose qui l'empêchait de tomber de la terre. « Écoute-moi, Rémi. Écoute ma voix, ai-je dit, forçant mon ton à rester complètement stable et calme, même si mon cœur battait violemment contre mes côtes comme un oiseau piégé. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu m'entends? Tu es parfait. Tu es la lumière la plus brillante et la plus merveilleuse de toute ma vie. Grand-mère et oncle Gauthier. Leurs cœurs et leurs yeux sont brisés. Ils ne peuvent pas voir à quel point tu es incroyablement merveilleux. Et c'est leur terrible perte, mon pote. Pas la tienne. Jamais la tienne. Nous sommes restés assis ensemble sur le sol de la cuisine pendant très longtemps. Je l'ai juste laissé pleurer, laissant toute la tristesse s'échapper pendant que je lui lissais les cheveux et fredonnais une mélodie familière et tranquille pour calmer lentement sa respiration. Finalement, quand les larmes se sont arrêtées, je me suis levé, je lui ai préparé sa collation préférée de tranches de pommes et de beurre de cacahuètes et je l'ai installé confortablement dans le salon avec son film d'animation préféré. Je lui ai promis que ce week-end, rien que nous deux, nous irions dans un studio encore meilleur pour prendre nos propres photos spéciales.
Une fois qu'il était distrait, en sécurité et confortable sur le canapé, je suis retourné lentement dans la cuisine. J'ai ramassé la carte de vacances jetée sur le comptoir. Le silence dans ma maison était absolument assourdissant. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas prononcé un seul mot. La rage brûlante et aveuglante que j'avais ressentie 10 minutes plus tôt avait fondamentalement changé. Elle s'était cristallisée. Elle avait franchi la limite chaotique de l'émotion impulsive et désordonnée et s'était transformée en une équation mathématique froide, nette et impitoyablement calculée. Il voulait faire semblant que mon fils et moi n'existions pas. Il voulait effacer mon enfant de leur récit parfait et aisé. Très bien. J'ai sorti mon smartphone de ma poche. Je n'ai pas appelé ma mère pour l'engueuler. Je n'ai pas envoyé de message texte en colère à mon frère exigeant des excuses bidons. J'ai composé un numéro complètement différent. J'ai appelé mon avocat d'entreprise, Thaddée. Quel genre de plan pensez-vous que j'étais sur le point de mettre en œuvre pour les détruire? Thaddée, ai-je dit, ma voix remarquablement calme quand il a décroché au deuxième coup de sonnerie. J'ai besoin que vous ouvriez vos dossiers sécurisés. Sortez les documents sur la propriété commerciale située sur la 4e rue. Le grand bâtiment de vente au détail que notre holding a acquis en octobre. J'ai les fichiers numériques ici sur mon écran, Alban, a répondu Thaddée, son ton passant immédiatement d'un salut décontracté à un mode professionnel aiguisé. DR Holdings possède le bâtiment en toute propriété, libre et claire. Le principal locataire commercial est un détaillant de meubles haut de gamme. Selon le grand livre, ils ont actuellement 4 mois de retard sur leur paiement de loyer. Vous m'avez explicitement demandé le mois dernier de ne pas envoyer les avis d'expulsion standard parce que vous avez mentionné que le locataire était un membre de la famille. Plus maintenant, ai-je dit doucement, mes yeux fixés sur la photo de vacances lourdement retouchée qui se trouvait sur mon comptoir. Rédigez l'avis d'expulsion commerciale dès maintenant. Je veux que la formulation soit absolument blindée. Zéro échappatoire. Mais ce n'est pas tout. Thaddée, DR Holdings a également racheté un portefeuille massif de prêts commerciaux en difficulté à la banque régionale il y a quelques mois. Vérifiez les registres financiers. Le prêt commercial de Gauthier est-il inclus dans ce lot spécifique que nous avons acheté? J'ai écouté le clic rapide et rythmique d'un clavier mécanique à l'autre bout de la ligne pendant que Thaddée exécutait la requête de recherche. Quelques instants tendus plus tard, Thaddée a laissé échapper un sifflement bas et surpris. Oui, Alban, absolument. 1,2 million d'euros de défaut total. Ils ont manqué 6 paiements consécutifs. Techniquement parlant, par la structure corporative de votre holding, vous possédez personnellement l'intégralité de sa dette. Vous êtes son principal créancier incontesté. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. La toile invisible massive était déjà parfaitement tissée. Il ne savait juste pas qu'ils étaient complètement piégés en son centre. J'avais initialement acheté cette propriété commerciale et ses prêts en difficulté comme un filet de sécurité invisible et silencieux. C'était ma façon de garder secrètement un œil sur l'empire de détail en faillite de mon frère aîné. Peut-être avec l'intention de le renflouer silencieusement un jour quand il toucherait enfin le fond. J'avais essayé d'être un bon frère. J'étais un fou absolu. Mais Thaddée n'avait pas fini de livrer des informations. Il a laissé tomber un autre élément d'information financière qui a fait tourner toute la cuisine autour de moi. Alban, il y a autre chose que vous devez vraiment savoir avant de continuer. Lorsque nous avons officiellement repris ce portefeuille de prêts de la banque, nous avons également hérité de tous les dossiers de garantie qui y étaient rattachés. Le prêt commercial massif de Gauthier n'était pas seulement non garanti. Il était garanti par un garant secondaire. Qui, ai-je demandé, bien que je sentais déjà la réponse écœurante se former au fond de mon estomac. Béatrice, a dit Thaddée clairement. Votre mère. Selon ses documents signés, elle a secrètement contracté un deuxième prêt hypothécaire sur sa résidence principale, 300 000 euros de capitaux propres extraits. Elle a mis sa propre maison en garantie pour injecter de l'argent d'urgence dans la société défaillante de Gauthier l'année dernière. Étant donné que cette hypothèque spécifique était garantie par le prêt commercial, cette dette est également légalement liée à votre portefeuille. Maintenant, vous détenez le titre de propriété de sa maison. Une prise de conscience glaçante et profonde m'a envahi, me figeant sur place. Ma mère avait littéralement mis le toit au-dessus de sa propre tête en jeu pour son enfant chéri, le cachant à toute la famille pour protéger sa fierté. Et maintenant, par un coup de malchance cosmique pur et dévastateur, je détenais légalement l'acte de sa ruine financière.
Rédiger les documents de saisie pour la propriété résidentielle. J'ai ordonné, ma voix complètement dépourvue de chaleur, de pitié ou d'hésitation. Je veux le gel total des actifs autorisés. Je veux que l'avis d'expulsion légale pour l'espace commercial soit finalisé. Et je veux la demande formelle de remboursement immédiat et intégral du prêt commercial de 1,2 million d'euros. Pas de plan de paiement, pas de prolongation. Regrouper tous les documents juridiques en un seul dossier. Alban a fait une pause tadée, sa voix prudente. Si nous exécutons cela agressivement d'un seul coup, ils perdront littéralement tout. L'entreprise sera saisie, les voitures de fonction seront reprises, et la maison sera saisie. Cela aura un effet catastrophique immédiat. Je sais exactement ce que ça va faire, ai-je répondu calmement. Faites imprimer les documents légaux sur du papier cartonné épais de haute qualité. Faites-les livrer en toute sécurité chez moi avant le 23 décembre. Je dois m'assurer d'avoir suffisamment de temps pour les emballer magnifiquement. J'ai raccroché sans attendre de réponse. J'ai regardé la poubelle de la cuisine, j'ai ramassé la carte de vœux glacée avec mon fils effacé, et je l'ai jetée à la poubelle où elle devait être. Ils avaient cruellement recadré mon fils de 6 ans de la photo de famille pour se donner une meilleure apparence. Alors, j'ai décidé que j'allais systématiquement les recadrer du monde des affaires, de leur maison confortable et de leur arrogance aveugle. Le matin de Noël allait être un événement absolument inoubliable pour l'enfant chéri et sa mère permissive. Les semaines précédant Noël se sont écoulées à une vitesse glaciaire. J'ai passé mes journées à gérer mon empire logistique, à finaliser les contrats de fin d'année et à coordonner discrètement avec mon équipe juridique pour m'assurer que chaque document était absolument impeccable. Il ne devait y avoir aucune place à l'erreur, aucune technicité qu'il pourrait utiliser pour échapper au piège. J'ai passé mes soirées avec Rémi, à regarder des films de vacances, à construire d'énormes forts avec des coussins de canapé. Et à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour effacer la profonde tristesse qui avait assombri ses yeux depuis le jour où cette maudite carte de vacances était arrivée dans notre boîte aux lettres. Le matin de Noël est enfin arrivé, glacial et très couvert. Le ciel était d'un violet pâle et meurtri, menaçant une énorme tempête de neige plus tard dans l'après-midi. Je me suis levé tôt, j'ai préparé à Rémi une énorme assiette de pancakes aux pépites de chocolat et je l'ai aidé à s'habiller. J'ai mis un simple pull gris foncé et un jean foncé. Je voulais avoir l'air exactement comme il s'attendait à ce que j'ai l'air. Anodin, moyen et facilement rejetable. Je suis allé à ma berline, j'ai ouvert le coffre et j'ai soigneusement placé une boîte rectangulaire enveloppée de papier de velours rouge foncé à l'intérieur. Elle ressemblait à une boîte de cigares haut de gamme ou peut-être à une bouteille de scotch rare. Elle était lourde, dense du poids de la ruine légale. Nous avons traversé la ville jusqu'à la maison de Béatrice. Elle vivait dans une vaste maison coloniale à 2 étages dans un quartier très recherché. C'était une maison qu'elle ne pouvait plus se permettre, une maison qu'elle avait secrètement mise en gage jusqu'à la limite absolue juste pour maintenir l'illusion d'une richesse générationnelle. Alors que nous nous arrêtions dans la large allée, j'ai remarqué l'énorme véhicule utilitaire de sport de luxe de Gauthier, agressivement stylisé, garé en plein centre, occupant 2 places. J'ai garé ma modeste voiture près de la rue, j'ai pris la boîte de velours et j'ai tenu la main de Rémi pendant que nous remontions le chemin de briques. Au moment où j'ai poussé la lourde porte d'entrée en chêne, l'odeur suffocante de pain artificiel, de parfum cher et de viande rôtie m'a frappé comme un mur physique. La maison était bruyante, pleine de divers parents, la plupart d'entre eux que je n'avais pas vus depuis la saison des fêtes précédentes. C'étaient les singes volants de notre dynamique familiale. Tante, oncle et cousins qui gravitaient aveuglément autour de Béatrice et Gauthier, absorbant avidement le récit toxique selon lequel Gauthier était un génie visionnaire et moi un perdant impuissant. Nous sommes entrés dans le salon principal. La cheminée rugissait et un immense sapin de 12 pieds se tenait dans le coin, submergé d'ornements en verre. Gauthier se tenait près de la cheminée, tenant un verre de champagne en cristal. Il portait un col roulé en cachemire ridiculement cher et faisait la cour, riant bruyamment à ses propres blagues. Béatrice voltigeait autour de lui offrant des hors-d'œuvre sur un plateau en argent. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de se montrer, a ricané une voix depuis le canapé en cuir. C'était mon cousin Lucien, un gars qui essayait et échouait d'obtenir un emploi dans l'entreprise de Gauthier depuis 3 ans. Il m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon simple pull. Tu t'es perdu en venant de l'entrepôt, Alban? Ou tu as juste dû attendre le bus? Quelques-uns des parents ont ri. J'ai senti Rémi me serrer la main fermement. Je l'ai regardé, lui ai offert un sourire chaleureux et rassurant,
et l'ai doucement guidé vers la cuisine pour lui prendre un verre de jus d'orange. Je n'ai pas interagi avec Lucien. Je l'ai simplement ignoré complètement, ce qui n'a fait que l'irriter davantage. Je suis retourné dans le salon et j'ai placé ma boîte enveloppée de velours en plein centre de l'énorme pile de cadeaux sous le sapin. Elle était là, brillant sinistrement sous les guirlandes lumineuses, une bombe à retardement enveloppée d'un ruban rouge. Gauthier a tapé son verre de champagne avec une cuillère en argent, exigeant l'attention de tous. La pièce s'est tue. Il a gonflé sa poitrine, regardant autour de lui avec une expression d'arrogance suprême. « Je veux juste porter un toast rapide », a annoncé Gauthier, sa voix retentissante. À la famille, au succès. Cette année a été une année record pour l'entreprise. Nous étendons notre empreinte de vente au détail. Nous dépassons nos objectifs trimestriels. Et j'attends avec impatience une nouvelle année encore plus prospère. Il faut un travail acharné incessant et un état d'esprit visionnaire pour construire un empire. Mais en regardant autour de cette pièce, je sais que j'ai les bonnes personnes qui me soutiennent. Il a fait une pause, prenant une lente gorgée de son champagne, puis ses yeux ont glissé négligemment vers moi. Il a offert un faux sourire condescendant. « Oh, et Alban, désolé encore pour la photo de vacances, mon vieux. Le photographe a dit que le cadrage devenait trop serré de ce côté du banc, alors il a dû le recadrer pour que ça ait l'air professionnel. Tu comprends comment fonctionnent ces trucs visuels haut de gamme, n'est-ce pas ?» Il n'a même pas mentionné Rémi. Il ne s'est même pas excusé d'avoir effacé mon enfant. Il a juste balayé ça d'un revers de main comme une petite nécessité technique pour faire de la place à son chien. Je me tenais là, tenant un verre d'eau pétillante. Mon pouls était régulier. Mon esprit était d'une clarté cristalline. Je l'ai regardé, offrant un petit sourire incroyablement poli. « Ne t'inquiète pas, Gauthier, ai-je dit, ma voix douce est assez forte pour que toute la pièce entende. Je comprends tout à fait. Parfois, il faut juste couper les choses qui ne rentrent pas dans ton tableau. En fait, j'ai apporté un cadeau très spécial pour toi et maman aujourd'hui pour compenser le fait que les choses ont été si serrées. » Gauthier a levé un sourcil, clairement amusé par l'idée que je puisse me permettre quelque chose de valeur. « Ah oui ? Eh bien, voyons ce que le chef d'entrepôt a apporté. » J'ai fait un geste vers le sapin. C'est la boîte en velours rouge. Pourquoi ne pas l'ouvrir maintenant ? Je pense que c'est le moment idéal. Toute la pièce a regardé Gauthier s'avancer avec assurance vers le sapin, ses chaussures en cuir coûteuses claquant sur le parquet. La bombe était amorcée. Le compte à rebours avait atteint 0. Gauthier s'est penché et a ramassé la lourde boîte en velours. Il l'a pesée dans ses mains, un sourire narquois sur les lèvres. « Lourd. Que as-tu fait, Alban ? Tu m'as apporté une boîte de pièces de moteur haut de gamme de tes chariots élévateurs ? » Quelques-uns des parents ont ri. Béatrice se tenait à proximité, les bras croisés. « Ouvre-le vite, Gauthier. Le rôti est presque prêt à être servi, » a-t-elle dit, déjà lassée de l'interaction. Gauthier a tiré le ruban rouge, le laissant tomber sur le sol. Il a déchiré le papier de velours, révélant un élégant étui noir en cuir sans marque. Il a ouvert le fermoir métallique et a soulevé le couvercle. À l'intérieur reposait une épaisse pile de documents juridiques imprimés sur du papier épais, liés ensemble par une attache juridique noire. La première page portait un énorme tampon rouge en relief du bureau du greffier du comté. Le sourire narquois de Gauthier a disparu instantanément, remplacé par un air de profonde confusion. Il a sorti l'épaisse pile de papier de la boîte. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il marmonné, tournant la page de couverture. « Des documents juridiques, Alban. Quel genre de blague est-ce ? » Ce n'est pas une blague, ai-je dit calmement, faisant un pas en avant. Je me tenais donc directement au centre de la pièce. Le bavardage décontracté parmi les proches s'est instantanément éteint. L'atmosphère est passée de festive à glaciale en quelques secondes. Les yeux de Gauthier ont parcouru rapidement les paragraphes denses de jargon juridique. J'ai observé la transformation physique se produire en temps réel. La couleur a littéralement drainé de son visage, commençant par son cou et remontant jusqu'à ce que sa peau soit d'un gris maladif et pâle. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que le papier épais a bruyamment claqué dans la pièce silencieuse. « Avis d'expulsion commerciale » a lu Gauthier à voix haute, sa voix baissant jusqu'à un murmure rauque. « Autorisation de gel des avoirs. Demande immédiate de remboursement. » Il a levé les yeux vers moi,
ses yeux écarquillés d'un mélange de terreur et d'incrédulité totale. Alban, qu'est-ce que c'est que ça? Ça dit que mon espace de vente au détail est saisi par le groupe de gestion immobilière et mon prêt commercial. Ça dit que toute ma dette de 1,2 million d'euros a été appelée en raison d'un défaut par une entreprise appelée DR Holdings. C'est exact, ai-je dit, ma voix ferme et froide. Béatrice s'est avancée, son front plissé de colère. Gauthier, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que DR Holdings? Alban, arrête de jouer à ces stupides jeux et explique-toi tout de suite. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mes yeux fixés directement sur mon frère. DR Holdings, ai-je expliqué lentement, articulant chaque syllabe pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre la lame de l'exécuteur tomber. Ça signifie de clan et Rémi. Je possède la holding, Gauthier, ce qui signifie que je possède la firme logistique de 90 000 pieds carrés qui a généré 8 millions d'euros l'année dernière. Ce qui signifie aussi que je suis le seul propriétaire de la propriété commerciale dans laquelle vous squattez sans payer de loyer depuis 4 mois. Je suis votre propriétaire. Un soupir collectif a résonné dans le salon. Lucien a laissé tomber son verre, le verre s'est brisé sur le sol, mais personne ne l'a même regardé. Gauthier a chancelé en arrière, ses genoux pratiquement fléchissants. Il a tendu la main et a attrapé le bord de la cheminée en pierre juste pour s'empêcher de s'effondrer sur le tapis. Toi, tu possèdes le bâtiment, a-t-il balbutié, la salive s'accumulant au coin de sa bouche. Non, non, c'est impossible. Tu travailles dans un entrepôt. Je possède l'entrepôt, les jeux corrigés, mon ton dépourvu de toute empathie. Et plus important encore, il y a quelques mois, mon équipe d'acquisition d'entreprise a acheté un grand portefeuille de dettes en difficulté à la banque régionale. J'ai acheté votre prêt commercial, Gauthier. J'ai acheté votre échec. Vous devez 1,2 million d'euros. Et en tant que votre principal créancier, j'appelle officiellement la dette aujourd'hui. Tout de suite, vous êtes en faillite. Vous êtes expulsé. Votre entreprise est morte. Tu ne peux pas faire ça, a crié Gauthier, sa voix craquant, des postillons volant de ses lèvres. Il a jeté les papiers sur le sol. Tu es mon frère. Tu ne peux pas simplement détruire mon entreprise. J'ai besoin de temps. Je peux obtenir l'argent. J'ai juste besoin d'une prolongation de 6 mois. Tu as eu le temps, ai-je répondu, sentant un calme glacial s'installer sur tout mon corps. Tu as eu des années pour être un être humain décent. Mais à la place, tu as choisi de me traiter comme de la saleté. J'ai toléré ça. Mais ensuite tu as choisi d'effacer numériquement mon fils de 6 ans de cette famille parce que tu préférais l'esthétique de ton chien. Tu as décidé que mon fils ne rentrait pas dans ton tableau. Alors, j'ai décidé que tu ne rentrais plus dans le monde des affaires. J'ai baissé les yeux sur les documents juridiques éparpillés sur le sol. Ces documents sont actifs. Les serrures de votre magasin de détail ont été changées à 6 heures ce matin par mon équipe de sécurité. Vos comptes bancaires d'entreprise ont été gelés par ordonnance du tribunal. C'est terminé. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son d'une illusion soigneusement construite, vieille de plusieurs décennies, se brisant en 1 million de morceaux irréparables. L'enfant doré était dépouillé de son armure, exposé comme un échec massif et frauduleux devant toute la famille. Mais je n'avais pas fini. Je me suis lentement tourné sur mes talons et j'ai regardé directement Béatrice, qui se tenait figée près du canapé, la bouche ouverte de pur choc. Ne sois pas si surprise, maman, ai-je dit calmement. Parce que la deuxième partie de ce cadeau est entièrement pour toi. Béatrice a cligné des yeux rapidement, ses mains serrant le collier de perles autour de sa gorge. Pour moi, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Alban, qu'as-tu fait? Tu es en train de gâcher Noël. Tu es en train de ruiner la vie de ton frère. Il a ruiné sa propre vie, ai-je riposté, ma voix soudainement perçante, traversant la pièce comme un fouet. Je ne fais que lui présenter l'addition. Mais parlons de ta facture, maman. Juste à ce moment-là. La lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte. Je l'avais laissée déverrouiller. Entrant dans le hall, essuyant la légère neige de son coûteux par-dessus en laine, se trouvait mon avocat d'entreprise, Thaddée. Il était accompagné d'un homme grand, d'apparence incroyablement sévère, vêtu d'un costume sombre, un huissier de justice agréé. La présence de ces deux étrangers vêtus d'une tenue d'affaires stricte a instantanément brisé l'illusion qu'il ne s'agissait que d'une dispute familiale désordonnée.
Ils ont apporté la réalité froide et impitoyable du système juridique directement dans le salon de Béatrice. Thaddée s'est approché de moi, me tendant un deuxième dossier noir, plus mince. Tout a été déposé auprès du greffier du comté, Alban, a Thaddée dit professionnellement, ne jetant même pas un coup d'œil aux proches choqués. Les documents secondaires sont prêts pour la signification. J'ai pris le dossier et je me suis dirigé directement vers Béatrice. Je le lui ai tendu. Elle a refusé de le prendre, reculant comme si le dossier était couvert de venin. Prends-le, ai-je ordonné. Comme elle ne bougeait pas, j'ai ouvert le dossier moi-même et j'ai sorti la seule feuille de papier. Puisque vous ne le lirez pas, je vais l'expliquer à la pièce, ai-je dit fort. Lorsque mon entreprise a acheté la dette toxique de Gauthier en défaut auprès de la banque, nous avons également hérité de tous les dossiers de garantie attachés à ce prêt. Il s'avère que Gauthier n'a pas garanti ses 1,2 million d'euros par ses propres mérites. Il avait besoin d'un garant. Il avait besoin de quelqu'un pour contresigner et mettre en gage ses propres actifs. J'ai regardé Béatrice droit dans les yeux. Son visage n'était plus pâle. Il était rouge d'une panique profonde et frénétique. Tu as contracté une deuxième hypothèque secrète sur cette maison. N'est-ce pas, maman, ai-je demandé, bien que ce ne fût pas une question. 300 000 euros de capitaux propres, prélevés sur la maison que mon père a travaillé toute sa vie à rembourser, juste pour que tu puisses financer secrètement le projet de vanité raté de Gauthier. Et parce que tu as lié ta maison à son prêt commercial, cette maison est la garantie. Et puisque le prêt est en défaut terminal, j'ai fait une pause, laissant la réalité dévastatrice planer dans l'air pendant une fraction de seconde. Je possède la dette sur cette maison, et à partir de 8 heures ce matin, DR Holdings a officiellement initié des procédures de saisie sur cette propriété. Béatrice a poussé un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était un hurlement guttural et brut de terreur absolue. Elle s'est jetée en avant, m'attrapant les bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans mon pull. Non, Alban. Non, tu es fou. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas jeter ta propre mère dans la rue pour une stupide photographie. J'ai facilement détaché ses mains de mes bras et j'ai reculé, la regardant avec un vide profond et terrifiant. Ne réduis pas ça à une photographie. Il s'agit d'une vie entière où tu m'as traité comme de la merde et où tu as ensuite permis à cette pathétique excuse d'homme de donner à mon enfant de 6 ans un déchet cassé pour son anniversaire et de l'effacer littéralement de l'existence parce que tu avais honte de nous. Tu as remis l'acte de propriété de ta maison à un fraudeur en faillite pour alimenter son ego. Je ne te jette pas à la rue. Ton propre favoritisme aveugle et toxique t'a jeté à la rue. J'ai fait un signe à l'huissier de justice. Il s'est avancé, brandissant une copie jaune des documents et l'a tapoté contre l'épaule de Béatrice. Vous avez été signifié, madame, a-t-il dit d'une voix plate et ennuyée avant de reculer. Béatrice s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. L'illusion était morte. La reine était détrônée. L'enfant doré était ruiné. Si vous avez regardé l'histoire jusqu'à présent, vous savez exactement à quel point il est satisfaisant de finalement tenir tête au tyran de votre vie. Je veux que vous laissiez une seule lettre W dans la section des commentaires ci-dessous. Ce W signifie victoire. Pour tous les enfants invisibles qui ont enfin repris leur pouvoir, je promets que je mettrai un cœur et que je répondrai à chaque commentaire contenant le mot-clé W car nous sommes ensemble dans cette lutte. Faites-moi savoir que vous êtes toujours avec moi parce que les retombées de ce moment ont été absolument chaotiques. La scène dans le salon a dégénéré en un chaos absolu et sans précédent. C'était comme regarder une pièce de théâtre parfaitement chorégraphiée prendre soudainement feu, forçant tous les acteurs à laisser tomber leur script et à paniquer. Gauthier était toujours penché lourdement contre la cheminée en pierre, hyperventilant. Il ressemblait à un ballon dégonflé. Son costume sur mesure lui paraissait soudain ridicule, comme un enfant portant les vêtements de son père. Il n'arrêtait pas de passer ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ruinant, marmonnant, mon magasin, l'inventaire, les voitures, encore et encore. Puis les singes volants se sont retournés. Les mêmes parents qui, 20 minutes auparavant, riaient avidement à mes dépens et louaient le faux génie de Gauthier ont soudain réalisé que la poule aux œufs d'or était en fait un énorme vautour. Lucien, mon cousin qui avait laissé tomber son verre, a traversé la pièce furieusement. Il a attrapé Gauthier brutalement par l'épaule, le faisant pivoter. « Tu nous as menti », a crié Lucien, son visage virant au rouge vif. « Tu étais dans ma cuisine le mois dernier et tu m'as dit que ton entreprise se développait.
Je t'ai donné 50 000 € de mes économies pour investir dans ton nouveau showroom. Tu m'as dit que c'était un retour garanti. Où est mon argent, Gauthier? Gauthier ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Il a juste secoué faiblement la tête. C'est parti, Lucien. C'est allé directement au fournisseur. La banque que tu as volée à la famille, a crié un autre oncle du fond de la pièce. L'atmosphère est devenue incroyablement hostile. Les sycophantes réalisaient qu'ils avaient soutenu le mauvais cheval et ils étaient prêts à le déchirer pour se sauver. Ils ont entouré Gauthier, criant, exigeant des réponses, exigeant leur argent. Béatrice hurlait toujours sur le canapé, implorant quelqu'un de l'aider, mais personne ne lui prêtait plus attention. Au milieu du chaos, j'ai senti une main douce sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu tante Ève. Elle s'était doucement dirigée vers l'entrée de la cuisine, se tenant de manière protectrice devant Rémi, ses mains couvrant ses oreilles pour qu'il n'ait pas à entendre les cris vicieux des adultes. Elle m'a regardé, ses yeux brillants de larmes, mais son expression était féroce et résolue. « Tu as fait ce que tu avais à faire, Alban, a dit Ève doucement, hochant la tête. Ne laisse personne te dire le contraire. » Elle s'est ensuite lentement dirigée vers le canapé et s'est tenue au-dessus de sa sœur en pleurs. Béatrice a levé les yeux, son maquillage coulant en traînées sombres sur son visage, tendant les mains. « Ève, s'il te plaît, parle-lui. Dis-lui d'arrêter. Il nous détruit. » Ève a croisé les bras, regardant Béatrice avec une profonde déception. « Non, Béatrice, vous vous êtes détruit vous-même. Vous avez traité ce garçon comme un fardeau depuis le jour de sa naissance et vous avez adoré un menteur. Vous avez littéralement effacé votre propre magnifique petit-fils de cette famille à cause de votre orgueil tordu. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. Je vous suggère de commencer à emballer votre vaisselle chère. » Je me suis dirigé vers la cuisine, je me suis agenouillé et j'ai pris Rémi dans mes bras. Il a enfoui son visage dans mon cou. Il ne pleurait pas, mais il était submergé par le bruit. « On part maintenant, mon pote, lui ai-je chuchoté. On va aller prendre un chocolat chaud. Juste toi et moi. » Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée. Thaddée et l'huissier de justice étaient déjà sortis, attendant près de leur voiture. Alors que j'atteignais le bouton de la porte en laiton, j'ai entendu des pas frénétiques derrière moi. Gauthier s'est précipité dans l'entrée, trébuchant presque sur ses propres pieds. Il s'est jeté devant la porte, bloquant ma sortie. Il pleurait, de vraies larmes coulant sur son visage. Un homme pitoyable et brisé. « Alban, s'il te plaît, a-t-il supplié, joignant ses mains devant sa poitrine comme s'il priait une divinité. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu ne peux pas prendre l'entreprise. C'est tout ce que j'ai. Donne-moi un mois. Juste 30 jours pour trouver un nouvel investisseur, pour vendre de l'inventaire. Je te rembourserai. Je jure devant Dieu, je te rembourserai chaque centime. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Je me suis arrêté. J'ai tenu mon fils fermement dans mon bras gauche. Sentant son petit cœur battre contre ma poitrine. J'ai regardé l'homme qui m'avait tourmenté pendant 34 ans. L'homme qui avait donné des déchets à mon fils et l'avait ensuite effacé de l'existence. Je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais juste incroyablement, merveilleusement libre. J'ai regardé profondément dans les yeux injectés de sang et désespérés de Gauthier. Il cherchait sur mon visage le moindre signe de pitié, le moindre fragment du petit frère docile et silencieux qu'il avait l'habitude de malmener. Il n'a trouvé que la réalité froide et dure. Famille, j'ai répété les mots lentement, les goûtant sur ma langue. Quand j'ai regardé cette photographie de vacances lourdement retouchée, Gauthier, je n'ai vu que toi et ton chien cher. Où était la famille dans cette photo? Tu nous as effacés. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de frère. J'ai juste un locataire commercial lourdement endetté qui refuse de quitter ma propriété. Gauthier a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il a juste laissé échapper un sanglot pathétique et étouffé. Lundi prochain, ai-je poursuivi, ma voix résonnant légèrement dans le holà au plafond. Je veux que tout votre bureau soit vidé. Je veux que vous preniez vos costumes sur mesure, vos fausses récompenses et votre chien, et je veux que vous soyez hors de ma propriété. S'il reste un seul trombone dans cet entrepôt mardi matin, je demanderai à mon équipe de le jeter dans la benne industrielle. Ne me contactez plus jamais.
J'ai fait un pas en avant, le forçant à s'écarter ou à être physiquement poussé. Il a trébuché en arrière, glissant le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol du hall. Vaincu, j'ai ouvert la porte, suis sorti dans l'air glacial de l'hiver, et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Les suites de ce matin de Noël furent rapides, brutales et entièrement légales. Je n'ai pas cédé un seul pouce. J'ai demandé à Thaddée d'exécuter chaque document selon la pleine mesure de la loi. En un mois, la réalité de leur situation les a complètement écrasés. L'entreprise de vente au détail de Gauthier fut officiellement dissoute. Les comptes bancaires de l'entreprise furent saisis pour rembourser les fractions restantes de l'énorme dette car il avait personnellement garanti certaines lignes de crédit fournisseurs. Il fut contraint de déposer le bilan personnel de chapitre 7. La banque a repris son véhicule utilitaire de sport de luxe directement dans l'allée de Béatrice. Il ne lui restait plus que ses vêtements et son chien. Le destin de Béatrice fut tout aussi sévère. Confrontée à la réalité d'une vente aux enchères de saisie qui l'aurait publiquement humiliée devant tous ses amis riches, elle choisit de vendre rapidement la vaste maison coloniale contre de l'argent. Une fois l'hypothèque principale et ma deuxième sûreté entièrement remboursées, il ne lui restait pratiquement rien. Elle a dû emballer ses vêtements de marque, ses meubles coûteux et sa fierté brisée et emménager dans un petit appartement de 2 chambres dans le quartier moins désirable de la ville. Gauthier, n'ayant nulle part où aller, fut contraint d'emménager avec elle. L'enfant choyé et sa mère complice, piégés ensemble dans un espace exigu, complètement dépouillés de la richesse et du statut qu'ils avaient utilisé pour abuser les autres. Les singes volants se sont dispersés. Les proches qui avaient perdu de l'argent en investissant dans les stratagèmes frauduleux de Gauthier ont menacé de poursuites judiciaires, coupant entièrement les ponts avec Béatrice et Gauthier. Ils sont devenus des parias sociaux dans notre famille élargie. L'empire toxique n'était pas seulement tombé. Il avait été pulvérisé en poussière. Quant à moi, j'ai ressenti un profond sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Le poids lourd et suffocant de la recherche de leur approbation, d'essayer de prouver ma valeur à des gens déterminés à me mal comprendre, avait disparu pour toujours. Je me suis entièrement concentré sur mon entreprise, qui a continué à prospérer, et plus important encore, je me suis entièrement concentré à être le meilleur père possible pour Rémi. Je me suis assuré que mon fils ne se sentirait plus jamais invisible. Au moment où le printemps est arrivé, les souvenirs amers de ce Noël toxique avaient commencé à s'estomper en arrière-plan, remplacés par le rythme calme et régulier d'une vie heureuse. Le sourire de Rémi était complètement revenu, plus éclatant et plus authentique que jamais. Pour s'assurer que le traumatisme précédent était complètement effacé, j'ai engagé le photographe de portrait le plus recherché et le plus cher de toute la ville. Nous ne sommes pas allés dans un studio exigu. Nous avons fait la séance photo dans notre vraie maison, une vaste et magnifique propriété moderne nichée dans les collines que j'avais achetée discrètement un an auparavant, mais dont je n'avais jamais parlé à ma famille. Le photographe a passé 3 heures avec nous, capturant Rémi jouant dans l'immense jardin, nous 2 lisant ensemble dans la bibliothèque, et un magnifique portrait formel de nous côte à côte dans le grand hall d'entrée. Lorsque les gigantesques tirages sur toile sont arrivés, ils étaient à couper le souffle. Il n'y avait pas de chiens, pas d'oncles arrogants, et absolument aucune retouche Photoshop requise. Juste un père et un fils debout ensemble, forts et entièrement visibles. Rémi m'a fièrement aidé à accrocher le plus grand portrait juste au-dessus de la cheminée de notre salon principal. Il l'a regardé, la poitrine bombée de fierté, et a dit « Nous ressemblons à des super-héros, papa ». Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais gagné la seule bataille qui comptait vraiment. Depuis ce Noël, mon téléphone portable s'est souvent allumé avec des messages bloqués et des messages vocaux acheminés vers un dossier de spam. Je les consulte occasionnellement, par pure curiosité morbide. Ils proviennent principalement de Béatrice. Son ton a radicalement changé, passant d'une arrogance stridente à une supplication désespérée. Elle laisse de longs messages larmoyants s'excusant pour des malentendus, me suppliant de les aider avec le loyer, me suppliant de laisser Gauthier emprunter une voiture pour qu'il puisse se rendre à un travail de détail mal payé qu'il a réussi à obtenir. Je les écoute, puis je les supprime. Je n'ai pas répondu à un seul. Cependant, hier, la situation est devenue légèrement plus compliquée. Tante Ève, la seule parente avec laquelle j'entretiens encore une relation aimante, m'a envoyé un long message texte. Elle m'a informé que la santé de Béatrice déclinait rapidement en raison du stress de sa nouvelle situation de vie. Ève a dit que Béatrice pleure tous les jours, fixant de vieilles photos, et que son seul souhait est de voir Rémi juste une dernière fois pour s'excuser officiellement auprès de lui en personne avant de mourir.
Ève ne m'a pas fait pression, mais elle a doucement suggéré que maintenir ce niveau de contact zéro absolu pourrait éventuellement peser lourd sur ma propre conscience. Elle a dit que parfois, offrir le pardon ne consiste pas à absoudre les personnes toxiques, mais à se libérer de la colère. Beaucoup de gens en ligne sur divers forums où j'ai partagé des fragments de cette histoire anonymement m'ont dit que j'avais déjà gagné la guerre. Ils disent que j'ai atteint la vengeance ultime, détruisant entièrement leur vie et reprenant mon pouvoir. Et que maintenant, en tant que vainqueur incontesté, je devrais faire preuve d'une petite once de grâce. Ils soutiennent que laisser une grand-mère mourante voir son petit-fils une dernière fois prouverait que je suis une personne meilleure et plus compatissante que ne l'ont jamais été. Mais quand je regarde Rémi, dessinant joyeusement à la table de la cuisine, complètement libéré de l'anxiété et du sentiment d'être moins que ce qui a tourmenté toute mon enfance, je sens un mur protecteur féroce se dresser autour de mon cœur. Je ne veux pas que ces gens s'approchent de son énergie pure. Je ne crois pas que leurs larmes soient sincères. Je crois qu'ils sont juste tristes d'avoir perdu leur richesse et leur souffre-douleur. Je ne pense pas avoir tort de protéger la paix de mon fils, même si cela signifie refuser à une femme malade son dernier souhait.